Est-ce que tu peux cliquer sur scène? Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre deuxième partie de l'orchestrateur. C'est la partie qui suit la partie qu'on a fait la dernière semaine. C'était par rapport à l'orchestrateur, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'orchestrateur, les fonctionnalités de l'orchestrateur, tout ce qu'on peut savoir sur l'orchestrateur. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie pour présenter toutes les fonctionnalités qui restent sur l'orchestrateur. Ça sera présenté en fait compte au niveau les technos qui sont appliqués sur l'orchestrateur. Je laisse à ma part présenter la deuxième slide. Yes, alors on va parler du coup brièvement de UiPath Community. Donc très rapidement, c'est quoi UiPath Community? C'est vous, c'est nous, c'est toute personne qui utilise UiPath de près ou de loin. En termes de produits, aujourd'hui il y en a plusieurs, hein. Il y a plus Studio, Assistant et Orchestrator, mais vraiment sur beaucoup plus du process mining, task mining, Automation Hub, Automation Suite, bref, plein de produits. Donc UiPath Community, c'est vous, c'est nous, c'est toutes les personnes aussi qui souhaitent apprendre, donc qui utilisent UiPath Academy, qui souhaitent aussi faire apprendre en créant leur propre tuto par exemple sur YouTube. C'est aussi des personnes qui utilisent le forum, donc qui viennent pour poser des questions ou même pour répondre aux questions quand il y a assez d'expérience, et qui participent aussi aux community events comme nous faisons tous aujourd'hui, donc ou côté speakers, donc comme les orateurs qu'on a aujourd'hui avec nous, ou en tant que personne du coup, qui assiste pour apprendre ce que c'est ou même partager les connaissances. Donc, si on passe à la next slide, on va justement voir un plus gros focus sur UiPath Community en France. Donc, il y en a aujourd'hui une quinzaine de personnes qui sont plutôt actives. Si toi aussi, ça te dit de parler d'un sujet UiPath, eh bien, tu peux devenir speaker ou tu peux devenir un écrivain d'article, si ce n'est pas trop ton truc de parler en live. Donc, tu n'hésites pas à me contacter sur LinkedIn. Je vais mettre sur le chat justement mon LinkedIn. Sinon, si tu as des idées d'événements tout simplement ou des retours à nous faire, pareil, je vais mettre sur le chat le Google Forms pour récupérer les retours. Voilà, merci Mohsen, je te relaisse la parole. Merci à toi, Ibar. Donc ici, je laisse la parole à Nadia pour se présenter. Ce sera Rada et à la fin, moi. Merci Mauricine, bonjour tout le monde. Moi je suis Nadia Poufa, RPA Tech Lead chez Talon. Je suis MVP 2022 et très contente de vous présenter aujourd'hui la suite des présentations de l'orchestrateur dans la phase de survie. Donc, je passe la parole à Reda pour se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Reda Marzouk, je suis développeur RPA depuis plus que 5 ans chez Timmy Antipode et je suis très ravi de vous présenter la deuxième partie et peut-être d'autres parties sur l'orchestre. Merci, Reda. Donc moi, je me présente, c'est Mohsin Hilal. Je suis RPA consultant chez Capgemini, Sogeti qui fait partie de Capgemini. Ça fait à peu près maintenant 3 ans. Voilà, je suis développeur, je fais de la développement de RPA depuis à peu près 3 ans maintenant. On va slide suivant. Donc ici, ça sera plutôt la partie donc, ce qu'on a comme sommaire. Donc on parlera aujourd'hui des assets, des triggers, des queues, transactions, storage buckets et monitoring. Tout ça, on va en parler chaque partie à part et expliquer un peu les points, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout ce qu'on peut utiliser. Donc je laisse la parole à Reda, il va vous parler un peu des assets. Merci. Donc, directement, on va commencer par le concept le plus simple. D'ailleurs, c'est parmi les concepts qui sont présents dès le début dans l'orchestrateur. Donc, c'est les assets. Ce sont tout simplement des variables qui sont présentes sur l'orchestrateur qu'on peut créer et qu'on peut partager sur plusieurs environnements et sur plusieurs robots. Donc là, en fait, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le fait qu'on peut avoir des variables sur des fichiers de configuration en interne. Pourquoi on a besoin des assets alors qu'on peut avoir des variables en interne, en local, et pas besoin que, par exemple, des credentials soient sur le cloud, par exemple, sur l'orchestrateur. Là, en fait, le point le plus important, c'est le fait d'avoir une variable partagée. Si, par exemple, on est en train de travailler avec plus que 5 ou 6 process, par exemple, et on veut qu'une variable, un URL par exemple, soit partagée sur tous ces 5 process-là, c'est mieux de les créer sur des assets. Parce que si on va les créer sur un fichier de configuration, et ce seul fichier de configuration, il va être utilisé sur 5 process, et je sais pas, il y a quelqu'un de nouveau qui vient, qui va supprimer ça et on n'a pas de backup, là en fait, il y a 5 process qui vont arrêter de marcher, on ne peut pas en fait avoir le backup. Mais en fait, pour des assets, on a toujours on a toujours un admin qui va donner ou pas le droit au développeur ou à quelqu'un d'autre dans l'architecture, dans l'infrastructure,
pour créer, modifier, ajouter, supprimer des assets. Donc, finalement, le fait d'utiliser des assets, c'est très important. Et c'est très simple aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux partager, mais c'est très simple aujourd'hui d'utiliser des assets parce que directement sur le studio, c'était présenté dans le 22.4 ou le 22.10, je ne me rappelle plus, plutôt c'est la 4. On a en fait on a une page qui contient tous les assets. Donc, on va seulement faire un drag and drop directement à partir de cette page-là, des ressources, et on va avoir un get asset si on est en train de travailler avec un texte, un booléen ou un integer, et où on va faire un get credential si on est en train de travailler avec un credential. Donc, au lieu d'avoir des credentials sur des fichiers de configuration, sur des fichiers de configuration Excel, on peut avoir des credentials qui sont avec une encryption directement sur l'orchestrateur, et c'est en sécurité. Donc, c'est très bien d'avoir des assets comme ça. Et si on est en train de travailler, par exemple, sur plusieurs environnements, si par exemple on a 2 environnements de dev et on veut que, par exemple, un asset soit partagé sur 2 environnements, on peut directement aller sur la page des assets et au lieu de créer un nouveau asset, on va relier directement cet asset à l'autre environnement et on peut l'utiliser. La chose qu'on ne peut pas directement la faire parce qu'on doit mettre le fichier de configuration, si on est en train de travailler avec un fichier de configuration, on doit le mettre sur un réseau et on doit partager ce réseau-là sur plusieurs machines. Et donc, on doit passer par l'IT, on doit passer par plusieurs choses, alors que ce n'est pas le cas ici. La dernière chose avant de passer vers les triggers, c'est le fait qu'on peut avoir un asset qui est une valeur bien précise pour chaque robot. Donc, pas besoin d'avoir une valeur globale. On peut avoir une valeur globale, bien sûr, mais on peut créer une valeur bien précise pour chaque robot. Donc, ça, c'est très bien. Et ça permet de séparer, ça permet de séparer les valeurs, mais on sait toujours qu'on est en train de travailler avec le même asset. Donc, si on a un URL dev, un autre test et un dernier en production, on peut avoir le même asset, mais on peut avoir plusieurs robots selon l'environnement et selon la machine de l'environnement. Donc, voilà. Yes, Reda, est-ce que tu peux brièvement nous partager justement ton écran pour montrer comment je vais partager l'écran parce que je suis en train de… Vas-y, et aussi j'en profite justement pendant que tu partages pour aborder un sujet justement sur le nommage en fait des assets. Je voulais savoir comment est-ce que vous faites. Nous, typiquement, chez Safran, on a choisi un premier trigramme, c'est le nom de la société. Par exemple, je ne sais pas moi, Safran Finance Services, ça va être SFS, parce qu'on a plusieurs filiales. Point, le numéro de GitLab, parce que chaque projet est associé à un code GitLab. Point, l'élément… un élément, c'est SFS, hein, l'élément bien sûr de quelle direction, parce que SFS, ben, c'est grand, il peut y avoir direction financière, marketing, etc. Donc 3 trigrammes aussi pour ça. Et puis après, ben, on laisse ce qu'ils veulent, par exemple si c'est SAP, enfin, si c'est le nom du logiciel ou Excel ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites. Je ne sais pas si Annie peut parler, Reda. Alors, nous, c'est par process. Donc, finalement, c'est bien parce que ça définit quand même le process pour lequel on a créé l'asset, mais parfois, on se trouve dans une situation où l'asset va être utilisé par plusieurs process. Donc, c'est le premier process qui va utiliser l'asset. Donc, par exemple, on a une nomination par P0001, par exemple, si il s'agit du premier process, et tirer le nom du process, bien sûr, le nom de l'entreprise, tirer le nom de process, et par exemple, tirer quelque chose d'autre. Si, par exemple, c'est la première partie du process, la deuxième partie. Donc, généralement, c'est le numéro de process, le nom de société et la fonctionnalité de l'asset. D'accord. À peu près, non, c'est à peu près pareil comme Reda, sauf que nous, on a les assets en fait séparés pour la prod, pour l'UAT, pour le pré-prod. Donc, même pour le développement, ils sont pas mélangés. Par contre, on ne fait pas comme vous, on met pas le nom de l'entreprise ou tout ça. On met juste le nom de processus, comme il a dit Reda. Mais voilà, c'est à peu près comme ça qu'on utilise chez nous, chez mon client. Ouais, parfois, si par exemple il s'agit d'une licence consultant, donc finalement on a plusieurs clients. C'est pour ça qu'il faut ajouter le nom de la société parce qu'on peut avoir plusieurs clients sur la même architecture. Donc il y a des clients qui utilisent le RPA as a service.
Donc, pour eux, en fait, ils ne veulent pas prendre la tête sur tout le développement ou avoir un orchestrateur chez eux. Donc, finalement, avoir le nom, c'est très important. C'est pour ça en fait. Alors, je vais vers Asset. Là, je suis sur un folder, par exemple. J'ai un démo asset que j'ai créé. Je vais créer un autre. Et là, en fait, lorsqu'on va cliquer sur créer asset, on a soit on va le créer, soit on va lier ou acquérir un asset à partir d'un autre folder. Là, en fait, ce qu'on va imaginer, c'est qu'on a plusieurs environnements. Ça, c'est les environnements. Donc, à chaque fois qu'on va créer un asset, ça va être créé que pour l'environnement en question. Donc là, on va créer un nouveau asset. On a le nom de l'asset. On va l'appeler, par exemple, démo asset 2, par exemple. Ça va être soit un texte, un booléen, un integer ou un credential. On va choisir texte. Et là, en fait, une description, par exemple, démo USP. Et là, on peut ajouter des labels. Les labels, c'est pour chercher après, c'est pour faciliter, par exemple, si on est en train de travailler sur un département finance, un département RH ou ainsi de suite. Donc là, ça sera soit une valeur globale, et si ça sera une valeur globale, on doit absolument définir une valeur. Par exemple, on va dire communauté, par exemple, community France. Par exemple, ça c'est la valeur. Et là, en fait, si on n'écrit rien ici, on voit bien qu'on ne peut pas créer. On doit absolument écrire quelque chose pour pouvoir créer. Donc là, on voit que si on ne va pas choisir une valeur globale, on ne peut pas toujours pas créer, on doit ajouter une valeur par robot. Donc là, je vais choisir par exemple Reda, l'utilisateur, je vais choisir la machine et je vais définir le texte pour cette machine-là. Je vais l'appeler démo, par exemple. Add. Et là, on peut cliquer sur Create. On peut ajouter une autre valeur si on a une autre machine ou un autre utilisateur. Donc voilà. Donc là, je vais cliquer sur Create. Je vais vers un autre folder, par exemple le model folder. Je vais vers Asset et je peux directement faire un link from other folders. Donc, je peux l'acquérir depuis un autre environnement et je vois tous les assets que j'ai sur les autres folders. Alors, c'était pourquoi je ne le vois pas? Démon folder, démon asset. C'était pas créé peut-être? De manière, j'ai un autre qui s'appelle démon asset que je peux l'acquérir directement et je peux le mettre directement sur ce model folder et il va s'ajouter ici. Donc, démon asset qui vient de s'ajouter. Donc, ça, c'est tout pour les assets. Je ne sais pas, est-ce que je dois continuer à partager ou Nadia, tu veux prendre le relais? Oui, tu peux continuer à partager. Oui, tu peux. J'ai une question à te poser avant de passer justement sur les assets. Là, tu as montré le link des assets d'un folder à un autre, mais justement, c'est par rapport, c'est une petite remarque plutôt, par rapport au fait que quand on va la changer dans un folder, bah, la valeur de l'asset, elle va changer aussi. Oui, alors, oui, ça c'est très très bien. En fait, je voulais dire ça, mais j'ai oublié. Merci Nadia. Lorsqu'en fait, on va modifier la valeur, ça va en fait modifier la valeur même en fait dans l'autre folder. Donc, il faut faire attention avant de donner accès à cette valeur-là et la lier entre les environnements. C'est pour ça, en fait, moi, je préfère garder quand même une séparation, sauf si c'est très, très nécessaire. C'est nécessaire d'utiliser cette valeur dans un autre environnement. Parce que finalement, si on est sur un environnement de dev, bah, on veut que, en fait, utiliser l'asset que pour l'environnement dev. On ne veut pas utiliser sur un autre environnement. Mais si c'est nécessaire, si on a par exemple une séparation de l'environnement de dev, par exemple, là, en fait, c'est nécessaire de le faire. Il faut faire attention à qui peut modifier cette valeur-là. Donc, voilà. D'accord. Donc, pour toi, c'est de best practice de séparer les valeurs, on va dire les assets Séparer d'un folder. les assets par environnement. Après, on peut avoir accès dans l'environnement. Si par exemple on a plusieurs machines, on peut avoir accès à cet asset. Donc finalement, on peut toujours avoir accès à l'asset. Il n'y aura pas de problème tant qu'on est en train de travailler sur le même folder. D'accord. C'est clair. Ok, merci Reda. J'espère que c'est clair. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Pour l'instant, on n'a pas de questions. On a des questions par rapport au Windows. Donc, ah oui, ok. Ben, oui, en fait, c'est là, pour les l'utilité de Windows. credentials, on peut parler par exemple brièvement sur les credentials. Une dernière fois, par exemple, les credentials, on peut les créer directement sur Windows Vault.
Donc, on peut le créer sur Windows. Donc, on peut avoir accès et on peut utiliser Get Credentials, Get Windows Credentials. Ok. Attendez. Là, une dernière chose que je dois montrer, c'est par exemple là, Modern Folder. Là, mon studio il est connecté à l'orchestrateur, donc finalement, je peux voir directement les assets. C'est ça la page où la page Data Manager qui vient d'être ajoutée dans les dernières versions du UiPath. Et on voit bien qu'on peut voir tous les assets, tous les process, donc c'est très bien. Et finalement, si on fait un drag and drop, il va directement faire un get asset, par exemple. Non, ça c'est Acme Login, c'est plutôt un credentials. Donc, je vais utiliser un asset, faire un drag and drop. Voilà. Donc, je vais utiliser get asset. Parce qu'on peut, par exemple, faire un set asset pour changer la valeur. Donc, c'est pour ça qu'il me demande. Ce n'est pas toujours une acquisition de la valeur. Donc, finalement, il va me dire directement, voilà le folder que je vais utiliser, voilà la valeur. Donc, c'est vraiment un drag and drop. On n'a même pas besoin de développer ou faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Voilà pour cette partie-là. C'est plutôt très, très simple à le faire et c'est très utile et c'est pratique par rapport à l'utilisation des valeurs qu'on a directement sur un fichier de configuration si on est en train de travailler avec un Robots Enterprise Framework. Donc là, on peut, j'espère, passer au trigger si vous n'avez pas de questions. Oui, s'il te plaît. Très bien. Donc là, on va parler des triggers, qui est parmi aussi des concepts les plus simples et les plus… c'était présent depuis le début sur l'orchestrateur. Mais c'est très crucial parce que finalement, c'est le concept qui va nous permettre de lancer les robots d'une manière non assistée, unattended. Donc, ça permet tout simplement, c'est un déclencheur de process, soit à intervalles réguliers, si on est en train de travailler sur un intervalle, par exemple, chaque matin à 4 heures, on veut lancer un process. Donc, si c'est un intervalle régulier, chaque lundi ou chaque jour de la semaine, c'est comme c'est un lancement automatique intervalle régulier. Si par exemple, on est en train d'ajouter un nouveau élément sur un queue, donc on a une queue par exemple quelconque et on veut utiliser à chaque fois qu'on va ajouter un nouveau élément, on veut qu'un process tourne derrière parce que on veut pas qu'il y ait un temps de latence parce qu'un process est crucial par exemple. On veut que le process traite directement la demande sans attendre la prochaine journée ou quoi que ce soit. Et on a aussi d'autres cas où on veut lancer un process, par exemple, le deuxième lundi à partir d'un mois, par exemple. On ne veut pas lancer le process le premier lundi, on veut le lancer le deuxième lundi, le quatrième lundi. On ne veut pas lancer un process tous les jours ou toutes les semaines, ce n'est pas à intervalles réguliers. Donc finalement, pour ça, on passe par ce qu'on appelle les cron expressions. Et il y a encore plus compliqué. Donc déjà, on va vers le cloud pour voir les triggers. Donc, pour accéder aux triggers, on va toujours sur notre environnement, sur notre folder, et on va sur Automation, et on va directement sur Triggers. Donc là, je n'ai pas de trigger, je vais directement ici. J'ai déjà créé quelques triggers. Non, pas du tout. Donc, vers là, il y aura des triggers. Oui, on a des triggers. Donc là, en fait, c'est très simple de créer un nouveau trigger. On va aller sur Triggers, on va cliquer sur Create Trigger. Et là, on va soit par queue, soit par ajout d'éléments à chaque fois, soit par temps. Donc là, on va appeler par exemple Monday Trigger, par exemple. Et là, en fait, on va le lancer d'une manière hebdomadaire, donc chaque semaine. Et on va le lancer chaque lundi. À quelle heure? Par exemple, on va le lancer à 18 h ou à 4 h du matin, par exemple. Et là, on va sélectionner un calendrier pour déterminer les jours fériés où le process ne sera pas lancé. Donc là, j'ai un seul calendrier qui est Bank Holidays et je peux directement cliquer sur Create. Mais je dois bien sûr définir le process que je vais lancer. Donc par exemple, on va dire Acme Login et on va directement choisir sur quel account. Ça peut être dynamique, mais là, en fait, par exemple, on veut bien déterminer la machine où le process sera lancé. Donc là, je vais choisir ma machine à moi. Donc voilà ma machine et je vais faire un add. Donc là, j'ai créé un trigger et ça va être lancé chaque lundi. Donc, ce n'est pas très compliqué. Après,
Après, pour les cas où on veut que ce soit un queue, on fait la même chose. Donc, je ne vais pas faire la démonstration parce que ce sera la même chose. Mais finalement, si on a un cas qui est plus compliqué, si par exemple on veut lancer un process le deuxième lundi ou quelque chose qui est plus compliqué, là en fait on doit passer par Advanced et on doit donner un cron expression. Les cron expressions, c'est un syntaxe à part qu'on peut créer. Aujourd'hui, il y a des sites même où on peut décrire le cron expression et il va nous donner l'expression directement. Seulement pour voir un exemple, on va cliquer cron expression. Et on va voir, par exemple, un exemple. Là, en fait, ça, par exemple, il va lancer un process chaque seconde. Et si on change quelque chose, en fait, ça va changer avec moi. En fait, je n'utilise pas toujours les cron expressions, je ne les ai jamais utilisés. J'ai été amené à utiliser une autre manière parce que j'avais un cas qui est encore plus compliqué que je vais vous donner maintenant. Mais les cron expressions, je ne les ai jamais utilisés moi-même parce qu'il n'y avait jamais un cas où je dois, par exemple, penser chaque deuxième lundi ou chaque troisième vendredi ou quelque chose comme ça. Donc, le troisième cas, c'est si, par exemple, on a un cas différent qui est très compliqué, qui change à chaque fois, mais quand même, on doit garder un déclenchement qui est non assisté, un déclenchement automatique en instantané. Donc, le cas où j'ai traité, c'était un cas où le client a voulu lancer un process chaque troisième jour ouvré. Et parfois, ça tombe avec des jours fériés dans un lundi, ça tombe, par exemple, le premier, c'est un week-end. Donc, finalement, j'ai essayé de créer un call expression, mais je n'ai pas réussi à le faire parce que ce n'était pas possible. Donc là, j'avais recours à la dernière, à la dernière alternative. Ce que j'ai fait, c'est je vais vers Planens et j'ai créé un calendrier où tous les jours sont des jours fériés, sauf les jours où je veux lancer le process. Donc, c'est vraiment un cas qui est très, très extrême, mais les recherches, ça m'a aidé pour pouvoir en fait, trouver cette alternative. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'allais vers Tenant, Settings, Non-Working Days. Après, on a un sample, on peut télécharger un sample CSV où on peut modifier les jours pour dire est-ce qu'un jour est férié ou pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié tous les jours pour que ce soit des jours fériés, sauf les jours où je veux que le process sera lancé. Et finalement, je vais vers Triggers et j'ai fait un trigger qui va être lancé chaque jour. Et comme chaque jour est un jour férié, sauf les jours où je lance le robot a marché et j'ai pu avoir mon trigger. Donc, c'était un cas extrême, mais ça restait très, très important de pouvoir en fait créer un alternative pour des cas qui sont quand même extrêmes et on veut quand même avoir un comportement d'un lancement inattendu du process. Je pense que tu dis, c'est intéressant. Ça veut dire que dans ton cas, annuellement, il faut qu'on ait un opérateur RPA qui modifie le fichier finalement. C'est ce que je me demandais. Oui, d'une manière annuelle, mais c'était parce que c'était très compliqué en fait. J'ai pas réussi à créer le cron expression et il n'y avait pas de cron expression parce que je peux pas ajouter un comportement où le cron expression il va comprendre des jours fériés ou pas. Le cron expression ne sait pas s'il y a un jour férié ou pas, un jour ouvré ou pas, pardon. Les jours fériés il comprend parce que voilà, on peut l'ajouter, mais c'était très compliqué parce que les jours ouvrés, parfois on a le week-end le 1 et le lundi, c'est un jour férié. Donc finalement, le troisième jour, c'est le jeudi. Donc, j'ai pas réussi à avoir une expression comme ça. Si vous pouvez le faire, ce sera bien, mais je pense que c'est pas possible. Et finalement, j'ai créé le calendrier qui est avec tous les jours fériés, sauf les jours où je veux lancer le process. Donc, à chaque année, on doit quand même savoir les jours de lancement de chaque lancement, de chaque traitement, et on doit en fait modifier à chaque année. C'est un travail actuel, donc c'est pas fini. Ok. J'ai une question, Reda, s'il te plaît. Par rapport au calendrier, là, j'ai vu que tu rajoutes en tant que fichier CSV. Est-ce que c'est toi manuellement qui le fais ou tu Oui, le fais par le robot? Alors, si vous voulez créer un robot pour le faire, bien sûr, allez-y. Oui. Mais c'est moi qui le fais parce que quand même, je n'ai pas créé un robot. Je ne vais pas perdre 3 jours à créer un robot pour que ça soit fait pas, chaque année. Donc, finalement, c'est moi qui le fais parce qu'il y a un template à respecter et ça peut changer. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas trop de gens qui vont utiliser ça. Je n'imagine pas qu'il y ait trop de gens qui ont utilisé ça avant. Donc, finalement, UiPath, il peut changer le template. Et moi, je dois en fait remodifier le robot si je le crée. Donc,
Finalement, D'accord. voilà, c'est moi qui le fais. C'est très simple en fait, c'est pas très compliqué. C'est un fichier CSV. On va ajouter un X sur les jours et finalement, on va faire un upload pour ajouter un nouveau calendrier sur UiPath qu'on va utiliser sur les triggers. C'est très très simple. Parce que OK. sur les triggers, comme on a vu, une dernière chose avant de passer à Nadia, parce que là on est déjà à 2 millions. Donc, une dernière chose avant de passer à Nadia, si on va vers Trigger, on voit bien ici qu'on peut utiliser un non-working days restriction. Donc, on va choisir le calendrier qu'on a ajouté. Donc, on va ajouter le calendrier et finalement, on va lancer un process daily et on va dire l'heure, par exemple à 4 heures, toujours, et on va cliquer sur Update ou Create, si on est en train de le créer. Et finalement, le process, il va se lancer chaque jour et il va que les jours qu'on veut, que le robot soit lancé. C'est une solution pour tous les problèmes. Si on a un cas qui est très compliqué, si on ne veut pas s'embêter avec les Chrome Expressions, on peut le faire. Donc finalement, c'est une solution à tous les problèmes. C'est très, très intéressant et voilà, c'est un recours en plus, c'est une alternative pour vous. OK. OK, merci Ada. C'est bon pour moi, donc je pense que je vais passer à Nadia. J'ai pris un petit peu de temps. Et Oui. Nadia, si vous voulez partager votre écran ou rester avec le mien, c'est Yes, juste avant d'aborder le sujet pour Nadia, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, parce que là, du coup, on a eu typiquement les triggers by time, c'est-à-dire, voilà, je décide que tous les jours à 18h, ça se lance, et aussi les triggers par items, donc à chaque fois qu'on a un item, là, ça démarre. Est-ce que juste brièvement, sans forcément nous montrer, tu as déjà justement eu à utiliser ce cas de figure, Eba ou Marcel ou Nadia? Nadia, Alors je pense moi, que vas-y, Martine, pardon. j'ai pas utilisé. En fait, on a utilisé. J'ai un cas particulier qu'on a utilisé pour un projet, c'est que on se base en fait sur le fait comment on appelle ça, dispatcher performant. En fait, dès qu'au moment qu'il y a un dispatcher, il fait un trigger. C'est spécifique au dispatcher. Donc, il lance un trigger. Et aussi pour le performer, c'est pareil. Parce que le dispatcher pour nous, c'est bon, pour ce projet spécifiquement, il doit tourner que quelques jours par mois. Et l'autre, il devrait tourner tous les jours durant tout le mois. Donc, c'est à peu près ça qu'on a utilisé. On a un peu mélangé les deux technos et ça permet un peu de faire en sorte comme quoi on arrive au point qu'on cherchait. Ok. Et un dernier point, parce que je voulais en fait parler d'un autre type de trigger, qui est le trigger si par exemple on reçoit un nouveau mail, si par exemple on crée un nouveau fichier sur un dossier SharePoint, si en fait il y a plusieurs manières d'avoir des triggers. Et là en fait on doit parler de ces cas-là parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas sur UiPath Studio Pro, mais ça existe sur Studio Web par exemple. On peut on peut faire un trigger sur un process si on reçoit un nouveau mail, mais c'est tout simplement les emails. UiPath il cherche à planifier dans les prochaines versions un trigger par réception de mail, par création de dossiers et vraiment d'autres choses. Et là, en fait, c'est pas encore déployé, mais ça reste quand même un point très très important parce que parfois, on veut pas à chaque fois lancer le process chaque 5 minutes pour que le process il va se chercher les emails, il va charger les emails sur les queues et finalement, bien sûr, les informations qu'on a sur l'email sur les queues et finalement, on va avoir un queue trigger. Donc, le problème avec cette approche, c'est le fait qu'on va utiliser entièrement une licence pour que finalement, on ne va pas toujours avoir un cas, on ne va pas toujours recevoir un mail. Alors qu'il y a une ressource, toute une licence qui se lance chaque 5 minutes ou chaque 10 minutes pour traiter ce cas-là. Donc, j'espère que UiPath, ils vont déployer ça, ils vont avoir cette possibilité dans le futur. Et d'ailleurs, ils ont dit ça sur le forum. Mais voilà, je pense que ça sera pour 2023, je ne suis pas sûr, mais bon. Ça reste un cas de trigger. Vas-y, Nadia, pardon. Ouais, aujourd'hui, par rapport à cette partie-là, il y a Integration Services justement qui permet ça. Donc, ça dépend des services que tu peux utiliser et que tu vas utiliser. Pour les mails, par exemple, quand tu utilises les services, on va dire Office 365, Outlook, tu peux créer une connexion avec ta boîte mail.
Et cela permet de créer un trigger qui, lui, il se lance à chaque réception d'un mail que tu peux configurer comme n'importe quel trigger. Tu lui dis, si je reçois un mail dans ce folder spécifique de la boîte mail ou avec cet objet spécifique ou quelque chose comme ça, tu me lances le processus et comme ça permet justement de résoudre le problème aujourd'hui des ressources, de lancer un processus juste pour valider si on a ou pas un mail. Mais c'est vrai que sur l'écran triggers, on n'a pas cette possibilité aujourd'hui. C'est ça, c'est À ça. On travers peut les faire stats. exactement parce que moi, je veux bien que tu me montres ça parce que je sais pas comment le faire, honnêtement. Je te Donc, le ce sera très montrerai. important. Est-ce qu'on est en train d'utiliser un API pour envoyer quelque chose à l'orchestrateur ou on est en train de En fait, il faut créer une connexion entre avec le service, il te l'intégration? permet de créer une nouvelle connexion entre l'orchestrateur et ta boîte mail, à travers quelle boîte mail tu veux connecter exactement, etc. Tu acceptes la connexion. À partir du moment où tu as la connexion qui est active sur l'orchestrateur, tu peux créer les triggers et à chaque fois que tu as un mail, c'est des appels justement qui se font quotidiennement, qui font en sorte que ça lance le trigger Alors, s'il y tu vas a un me changement. montrer comment le faire parce que je ne sais pas comment le faire. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'on va créer le trigger sur UiPath ou sur Outlook ou sur, par Sur exemple, l'orchestrateur, c'est sur l'orchestrateur, complètement sur l'orchestrateur. Je veux juste rajouter une spécification, c'est pas vraiment l'orchestrateur, c'est Automation Suite. Ça veut Ouais. dire c'est pas, voilà. faut passer sur donc l'orchestrateur, c'est un standalone, c'est ce qu'on achète. Et puis en fait, orchestrateur, on peut l'obtenir avec Automation Suite, c'est-à-dire un site web où justement on retrouve Automation Suite, Process Mining, Task Mining, Document Understanding, etc. Et donc parmi toutes ces options-là, on a Integration Service. Donc les API ont déjà été développées par UiPath et elles sont disponibles sous forme de drag and drop, comme sur UiPath Studio. Sauf que tu choisis par exemple drag and drop connection, API connection avec Gmail par exemple. Et justement, quand tu drag and drop, donc en entrée, tu as par exemple ton adresse mail, je pense, je suis pas sûre d'avoir le mot de passe, mais tu as ces informations-là, il te fait directement une connexion, première connexion. Une fois que ça a été connecté une première fois, tu relis le process que ça trigger. C'est-à-dire, par exemple, comme elle a dit Nadia, tu crées ta règle directement sur Automation Integration Service. Tu dis, voilà, à chaque mail reçu, ça lance, par exemple, mon dispatcher, ou ça lance mon performer, ou un truc comme ça. Ouais, Ok. ça reste sur l'Automation Suite justement. Et si vous avez un orchestrateur sur lequel vous n'avez pas l'Integration Services, vous ne pouvez pas utiliser cette option-là. Mais pour tester, pour tout le monde aujourd'hui, vous pouvez déjà le tester et voir ce que ça donne sur les Community Edition parce que c'est pré-intégré, ça existe et c'est fonctionnel. Je l'ai testé personnellement. Ok. Ok. Après la réunion, après le point, non. Yacine, je ne sais pas si tu viens de voir justement, Reda vient de montrer comment faire sur la gauche, là sur Automation Suite, il l'a direct montré. C'est disponible sur Community gratuitement, mais en entreprise, il faudrait que les entreprises changent de licensing. On passe plus par standalone, mais on passe par Automation Suite. UiPath, ça se fait fonctionner. Ok. Yes. Bon, c'est pas grave. En attendant, je vous propose d'avancer, Maxime, si tu veux bien, sur le prochain sujet, et puis si Reda Oui, réussit voilà. à... Donc, s'il te plaît, voilà. Merci beaucoup, Reda, pour toutes ces explications. Si on a des questions, on n'hésitera pas à te solliciter pendant cet événement-là. Nadia, si tu peux, s'il te plaît, nous partager ton écran et nous parler un peu des queues. Yes, bien sûr. Je vous partage l'écran tout de suite. Hop. Tout. Et là, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, Oui, c'est bon. voilà. Alors là, Alors, c'est on est triggers. sur les assets, les triggers. On va passer très Voilà. rapidement sur les queues pour respecter le temps. Donc, les queues, c'est aussi quelque chose qui est géré par dossier, comme comme les triggers et les assets que Reda vient de présenter. Par contre, ça sert à quoi? C'est des conteneurs qui nous permettent justement de stocker un nombre illimité de données. Et selon plusieurs types et toute une variété de types de données qu'on peut rajouter dans les queues. Donc, c'est quoi l'objectif d'utiliser des queues? C'est justement de pouvoir stocker nos données sur l'orchestrateur et qu'on puisse les utiliser justement pour paralléliser les traitements et pour les traiter par plusieurs processus différents qui, eux, ils vont être connectés à cette queue et qui vont directement lire les données et aller la saisir dans une application ou faire un traitement spécifique. Donc, si on veut distribuer
montrer ça par un exemple. On va dire que si on a un fichier Excel qui contient, je vous montre là, qui contient des informations concernant des employés, par exemple. Ce fichier-là, c'est notre donnée qu'on va traiter par le processus. Et du coup, chaque ligne dans le fichier Excel, elle correspond à un queue item. Donc, ce qu'on va faire à travers les activités UiPath, c'est de lire ce fichier-là et le parcourir ligne par ligne et l'envoyer vers la queue. Et chaque queue item, elle va être une ligne qui contient toutes ces informations-là. Après, pour les types des données, c'est à nous de spécifier si c'est des textes, si c'est des booléens, etc. Le format, ce sera un format de fichier JSON. Et là, maintenant, je vais vous présenter ce fichier-là, comment je l'ai transformé en queue items dans une queue sur l'orchestrateur. Je passe directement sur mon orchestrateur. J'ai préparé un cas de test. On est toujours dans l'orchestrateur qu'on a créé pour illustrer les exemples d'architecture, etc. dans la présentation orchestrateur 1 sur 2. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes curieux, vous pouvez toujours la voir. Il y a beaucoup d'informations très utiles par rapport à cette partie-là. Pour continuer, je suis dans le dossier du team marketing. Là, notre organisation, c'est par team. Je veux créer, ou j'ai déjà préalablement créé une queue dans le dossier de développement. Alors, comme ça fait partie des entités des dossiers, ça veut dire que les queues, ils sont aussi complètement séparés selon les organisations qu'on va mettre dans l'orchestrateur. Et donc, chaque queue, elle n'appartient qu'au dossier dans lequel on l'a créé, sauf si on la link, comme Reda il a montré pour les assets, il y a aussi la possibilité de linker ça. Donc, je vous montre comment j'ai pu transformer, alors c'est pas là, pardon, c'est dans UAT que je l'ai créé. Voilà, donc j'ai cette queue-là qui a été créée. Pour le renommage, il y a plusieurs règles. Là, juste pour illustrer le cas, je l'ai mis, j'ai appelé Queue Risk Management, juste pour dire que ça va être utilisé par le processus du Risk Management. C'est pas vrai du tout, mais on va dire que c'est oui. Donc, j'ai 10 éléments dans cette queue-là qui correspondent bien à tous les éléments, toutes les lignes qui sont dans ce fichier. Comment j'ai transformé ce fichier pour le mettre dans la queue? On va la voir tout de suite. Alors, je fais View Transactions. Là, on peut faire Edit, on peut rajouter un trigger comme Reda il a montré, on peut faire du monitoring sur les éléments des queues, etc. Et on peut faire des Upload Items manuels. Donc, juste pour revenir avant de partir, on peut les rajouter à travers les activités Add Queue Item ou bien Add Transaction Item qui sont dans le studio et qui sont déjà gérés si on va utiliser le Framework. Ou bien, on peut ajouter des éléments de queue directement selon le schéma qu'on va créer. On peut les rajouter ici. Là, je vous montre, ça contient quoi une queue, un exemple. Donc là, mes 10 lignes du fichier, je les ai transformées en queue items. La notion de queue item, ça veut dire juste un élément qui existe dans cette file d'attente. Donc, ici, on a toutes les propriétés de ce queue item. On peut voir que son statut, il est new parce que je les ai créés et ils sont en attente de traitement qui vont être traités par les performers si on va partir sur la notion dispatcher performer et qu'on va utiliser le Framework. Et dans ce queue item-là, je peux cliquer ici, View Details, ou voir les détails si vous êtes en français. Et là, je peux voir tous les éléments que j'ai dans ma ligne. Donc, je les ai spécifiés pour garder les mêmes règles de renommage que dans le fichier, le first name, le last name, etc. Mais ils sont organisés de cette façon-là. Donc, dans le specific data, qui est un object, on peut trouver tous nos éléments qu'on a créés à travers l'activité Add Queue Item. Dans la collection, on a créé un ensemble de clés valeurs. Là, j'ai spécifié tout simplement le nom de la data que je veux rajouter. Et ici, j'ai mis directement la ligne avec la colonne correspondante qui existe dans le fichier. Et comme vous pouvez le voir, c'est le même schéma qui est respecté partout. Pour les types de données et les schémas, c'est à nous de spécifier selon le traitement qu'on va utiliser et selon les besoins du processus. Donc, ce qu'on peut dire sur ces queue items-là, ils peuvent être, à partir du moment où on a un nouveau élément, il peut être directement traité par un processus ou plusieurs, parce qu'une queue, elle peut être utilisée en même temps, en concurrence, avec par plusieurs processus, sur plusieurs différentes machines, et ça ne pose aucun problème.
Donc ça, c'est concernant tout ce qui est queue et comment on traduit un fichier vers queue items. Ça, c'est un exemple de fichier. On peut aussi aller récupérer les données à partir de mails. Si on reçoit un mail et qu'on veut extraire les données qui sont dans le corps de ce mail-là, on fait la même chose, on extrait les données et on les rajoute de la même façon. Mais comment j'ai fait déjà pour que je puisse créer cette nouvelle queue? Donc, si on va dire que je vais créer la même queue, mais dans le dossier de développement, ce que je vais faire, c'est aller directement vers le dossier de développement parce que comme vous pouvez le voir là, ma queue, elle n'existe pas parce qu'elle est fortement liée à ce dossier-là et elle est gérée par les règles de gestion et les permissions qui sont dans ce dossier-là. Une personne qui accède uniquement au dossier de développement, elle n'aura pas accès à ce queue-là et pareil pour les processus, ce qui permet la séparation complète des données et des types de données. Donc ici, dans l'onglet Queue, je clique et je fais Add Queue, comme je peux linker, comme Reda nous a montré. Donc là, je spécifie le nom. Ma queue, elle s'appelait Queue Risk Management. Et je peux rajouter bien sûr une description pour dire c'est quoi le type de données qui existe dans cette queue-là et pour quel objectif on va l'utiliser. On peut renforcer le fait d'avoir une référence unique et comme vous avez pu voir dans ma queue que j'ai montré, il n'y a rien de compréhensible parce que j'ai des éléments qui sont tous en statut new et j'ai aucune information sur la donnée, sauf si je vais cliquer comme je vous ai montré et faire voir les détails. Donc, la référence, c'est parmi les bonnes pratiques, elle nous permet directement de pouvoir mettre des références uniques pour identifier les différents éléments de queue. Et cela nous permet justement dans le cadre de supervision ou dans le cadre de vérification des erreurs ou des traitements, d'aller directement filtrer par référence et on va trouver déjà c'est quoi notre transaction item et après on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, si je clique là, il faut faire très, très attention parce que cette règle-là, elle va forcer le fait qu'on aura juste des références uniques dans la queue. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où ma référence n'est pas unique? Il y aura une erreur générée par UiPath qui dit que je ne peux pas ajouter un élément à la queue parce que la référence, elle existe déjà. Et cela, ça peut être complètement bloquant si ce n'est pas géré par votre processus. Donc, sauf si vous mettiez des numéros spécifiques, des dates, des règles qui permettent de séparer les éléments de la queue, il ne faut pas la cocher, cette case-là. Le retry, ça nous permet de pouvoir réessayer si jamais un élément dans la queue il a été traité mais qui n'était pas successful, qui était en échec. Donc, ça nous permet de le retenter plusieurs fois, 1, 2 ou 5 fois par le processus jusqu'à ce qu'on puisse le régler. Et ça dépend juste si notre fail, ça vient des exceptions système et pas des exceptions business. On parlera plus en détail sur les statuts des transaction items juste après. Les tags et les properties, comme Reda vient d'expliquer dans les assets, c'est le même principe. Et là, je peux complètement spécifier c'est quoi le schéma que je veux mettre dans ma queue. Il y a aussi la notion d'output. Si par exemple mon processus il a extrait des données dans une application et que je veux afficher ces données-là ailleurs, à part le fait que je les ai traitées, donc je peux les mettre dans le output data de la queue et comme ça, quand je fais view transaction data comme j'ai fait tout à l'heure, je peux voir dans le output il y a quoi. Je vais revenir sur cette partie-là pour vous montrer cette partie. Les SLA, si je veux que mon queue item il soit traité au bout de 2 heures ou plus, je peux spécifier ça. Ici, à partir de la version 22.10 de l'orchestrateur, il y a une nouvelle règle qui nous oblige soit de choisir de supprimer les queue items à partir d'un certain nombre de jours ou bien de les archiver comme ça. Et les archiver, on peut créer des buckets sur l'orchestrateur ou autre dans lesquels on peut archiver tous les éléments qui ont été traités dans les 30 derniers jours ou les 60. Dans mon cas de figure, ça va être sous forme JSON, c'est ça? oui, ça va être sous forme de JSON et ce JSON-là, il contient 2 choses. Il contient un fichier
Ça va être, pardon, ça va être un fichier zip. Et dans ce zip-là, vous allez trouver deux fichiers. Un fichier CSV qui contient tous les éléments de transaction. Je vous montre comment. Et un fichier JSON qui, lui, contient les data, les app data par rapport à cette queue-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son nom, où elle existe dans l'orchestrateur, la fréquence d'archivage, des éléments spécifiques par rapport à la queue. Donc, je fais très rapidement, alors là, je ne sais pas spécifier, je mets 1. Je fais add queue. Donc, ma queue, elle est rajoutée. Il y a les différents propriétés qui nous permettent de savoir c'est quoi l'état de la queue. Là, comme je n'ai pas montré, mais comme Reda a expliqué, on a mis des clés valeurs pour les properties qui nous permettent justement de filtrer plus rapidement, etc. Donc, ça s'affiche directement ici dans la partie propriété. Et ici, on peut voir si on a des éléments à traiter dans la queue, si on a des éléments qui sont en in progress. J'expliquerai tout ça juste après. Je montre juste une dernière partie avant de partir. Donc là, j'ai 10 qui sont en new. Je peux faire view transaction comme j'ai fait tout à l'heure. La priorité, je ne l'ai pas spécifiée, donc c'est normal. Je peux mettre des priorités qui sont high par rapport aux queue items qui devraient être traités le plus rapidement possible. Et là, comme vous pouvez le voir là, voir détail, c'est ici la partie dont je parlais qu'on peut mettre aussi, créer des schémas de données comme ça, par exemple. Si j'ai changé les valeurs dans le traitement ou que j'ai extrait des valeurs que je veux mettre par rapport à cette transaction-là, je peux les mettre directement ici. On va dire que Madame Lara, elle avait une absence, par exemple, le 22 janvier. Donc, on peut trouver dans output absence égale à 1 et la date. Donc, c'est dans ce cas de figure-là qu'on peut utiliser les outputs. Et ici, on peut trouver est-ce que la transaction elle est new, est-ce qu'elle a été en retry, etc. Les commentaires, s'il y avait une validation ou vérification spécifique, et l'historique des traitements, si elle a passé de create à in progress, si elle a été retentée, si elle a été supprimée, etc. On trouvera ça ici. Donc, est-ce que c'est clair cette partie? Vous avez des questions avant que j'enchaîne? Oui, juste du coup, précision, du coup, par rapport à Reference, ça se remplit du coup depuis Studio, c'est ça? Yes. C'est dans l'activité add queue item, justement, quand on va mettre les éléments dans la collection, on choisit, il y a une propriété référence qu'on peut remplir par des choses qui sont uniques, on va dire, à cet élément-là et qui sont représentatifs, justement, qui nous permettent de directement trouver c'est quoi notre cible avant d'aller chercher ici. Donc, juste pour vous montrer la dernière chose, qu'est-ce qu'on va trouver si on va backuper la queue? On va trouver le fichier d'export de 30 jours ou de 60 jours ou 80 selon ce qu'on va spécifier. Et ce sera un fichier CSV comme ça qui, lui, il contient tous les éléments de la queue. Alors, il faut juste modifier le type, le formatage du fichier pour qu'on puisse le lire. Mais Oui, voilà, vous allez CSV. pouvoir trouver tout ça. Ouais, parce que c'est un CSV. Avec les statuts, avec les exceptions, etc. Et ça nous permet justement de filtrer très rapidement et de voir si on cherche quelque chose sur la queue, au lieu de passer sur l'orchestrateur transaction par transaction et faire voir les détails comme ça, parce que vraiment, c'est pas trop pratique si on n'a pas des références qui nous permettent de filtrer rapidement. Ça, c'est Oui. brièvement par rapport à cette partie. Merci Nadia. Juste pour complément, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas à l'utiliser. En fait, dans le queue, on peut aussi ajouter des fichiers, des chemins de fichiers qu'on peut rajouter séparés par des virgules. Et on peut accéder directement depuis la queue. Ce n'est pas juste la queue, on peut juste mettre des données comme ça, comme il a fait Nadia, mais on peut aussi donner des chemins, des fichiers qu'on pourra utiliser à la fin pour télécharger les dossiers par la suite. C'est rare qu'on l'utilise, mais c'est possible aussi. C'est à nous de choisir c'est quoi le type de données qu'on va mettre selon le traitement. Donc, il n'y a pas de limite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci beaucoup Nadia. Il y aura Donc, on quelques continue. limites. Il faut parfois faire des transformations sur les types de données pour pouvoir les stocker. On ne peut pas, par exemple, mettre une table et déjà, ce n'est pas recommandé. Donc, on ne peut pas le faire et du coup, il faut faire certaines transformations pour qu'on puisse mettre nos données. Mais au final, on peut choisir le schéma qui nous convient le plus avec le minimum de transformations possibles et on les stocke directement sur les queues. D'accord. Ok, merci Nadia. Donc, on continue.
Yes. Alors, j'essaie de voir juste pour vous présenter. Hop. Je ne pouvais pas. Alors, ça va le faire. Donc là, sur les queues, il y a la notion des statuts, justement. Ce que je viens de montrer, c'est les statuts new ou nouveaux. C'est des statuts qui sont juste en créant le transaction dans la queue, ça devient automatiquement en new. Mais on a d'autres, justement, à travers de tout le traitement, il y aura des changements de statut qu'un queue item il peut avoir, ou bien qu'un transaction item, on va parler des transactions quand ça passe en traitement, pardon. Et donc, quand je commence à utiliser ma queue et je commence à prendre le premier queue item comme transaction, ça devient un transaction item qui va être en statut en cours ou in progress. Ça veut dire qu'il est en cours de traitement par un processus. Donc, ça se fait à travers l'utilisation de l'activité getTransactionItem. Ou bien, il y a une autre possibilité que pas tout le monde connaît, c'est de pouvoir créer un transaction item à l'instant où on est en train de traiter la transaction. Dans ce cas-là, j'utilise le addTransactionItem et ça me permet de créer un élément dans la queue qui est automatiquement dans l'état in progress. Quand je commence à traiter mon élément et qu'il est traité avec succès, dans ce cas-là, on passe à travers le setTransactionStatus pour le REST Framework et on change l'état pour mettre successful comme statut pour cet élément de queue. Si c'est traité avec des règles de gestion qui ne sont pas... si les règles de gestion disent plutôt que notre traitement, il ne peut pas être achevé pour cette transaction-là, donc ça va être avec failed, avec business exception. Et s'il est traité, mais il y avait des erreurs spécifiques, des erreurs techniques, des erreurs applicatives, si on est par exemple sur SAP et que SAP il crash et on ne peut pas continuer à traiter cette transaction-là, bah dans ce cas-là, elle passe en failed avec application exception et on peut les voir directement sur l'orchestrateur. Et dans ce cas-là, le retry, il fonctionne pour nous permettre de retenter la saisie, par exemple, des données dans SAP. Les transactions abandonnées sont les transactions qui restent en statut in progress plus que 24 heures. Et les statuts retentés, c'est justement quand on active le retry sur la queue. Alors, pour les effacer, c'est quelque chose qui ne peut se passer que manuellement, c'est-à-dire une personne, elle doit aller sur l'orchestrateur, aller sur la queue et choisir, en sélectionnant les éléments de la queue, choisir de les supprimer manuellement pour des raisons, par exemple, si on n'a plus besoin de traiter ces éléments ou si c'est un lancement par erreur, quelque chose comme ça, on peut les supprimer, mais ça, impossible de le faire depuis l'orchestrateur. Je voulais justement vous présenter ce petit slide très pratique qui montre toutes les étapes à partir du moment où on rajoute un élément dans la queue, à ce qu'il passe en in progress, le successful, le failed, l'abandonner au bout de 24 heures. Vous pouvez le regarder plus en détail, ça regroupe tout ce que je viens d'expliquer sur le slide précédent. Est-ce que vous avez des questions ? On va peut-être passer à la suite. Je vois la question de Yacine, on essaie de revenir dans quelques minutes dessus. Okay. Si tu veux bien, Nadia, passe s'il te plaît à la slide suivante. Parce qu'il n'y a pas voilà. là. Allez, vas-y. Donc, les storage buckets, comme le nom indique, c'est des compartiments de stockage qui nous permettent de stocker des données, des fichiers, des éléments directement sur l'orchestrateur. C'est aussi géré par dossier. Je présente en même temps très rapidement. Hop, hop. C'est géré par dossier, donc comme pour les queues, comme pour les assets, c'est des entités de dossier, donc ils suivent les mêmes règles de permission, les règles d'accès de dossier, et du coup les storage buckets, là, ils nous permettent de justement stocker n'importe quel type de données qu'on veut faire. Il y a une activité dans Studio qui nous permet justement d'envoyer les éléments ou les données qu'on veut envoyer vers les storage buckets. Là, il suffit de les créer. Je viens de créer un storage bucket pour backuper ma queue, la queue marketing que j'ai créée. Donc, ça va être quelque chose comme ça. C'est un espace de stockage sur lequel on peut mettre plusieurs types de données. Comme vous pouvez le voir, on était en train de tester justement ça. J'ai même pu mettre un fichier, une screenshot, un fichier PDF, n'importe quel type de données, une vidéo, etc. Ça se met. Et c'est
très rapide. Comme ça, vous faites upload et vous le rajoutez manuellement, ou bien vous utilisez l'activité de l'orchestrateur qui vous permet d'envoyer la donnée, le fichier vers le storage bucket. Donc ici, si j'ai besoin de cet élément-là, je peux le télécharger. Ça sert à quoi? Oups, c'est la vidéo de... Ça, c'est la la vidéo photo du de cocktail. l'événement. Si La vous photo n'étiez de pas au l'événement. cocktail, bah, vous avez raté quelque chose. N'hésitez pas Ouais. à venir la prochaine fois. Donc voilà, une petite publication. Publicité gratuite. Donc, ici, on peut directement télécharger les éléments et cela nous permet aussi de pouvoir mettre des fichiers qui sont accessibles pour tous les processus et tous les traitements qui sont dans ce dossier-là. Si j'ai des process qui ont besoin d'utiliser le même fichier, je ne serai pas obligée de passer par un disque partagé, par exemple, pour les transférer. Je peux les mettre directement dans les storage buckets. Et dans ce cas-là, les deux processus, ils peuvent y accéder, télécharger le document et le traiter. J'ai vu plusieurs cas de figure, des gens qui mettent même le fichier de config dans les storage buckets. Et parmi les cas très, très, très utiles, c'est de pouvoir mettre les screenshots, les exception screenshots qui sont prises par les robots, directement on les upload ici et comme ça on ne va pas aller chercher dans les machines de production justement qu'on n'a pas accès, qu'est-ce qui s'est passé sur ce traitement-là. Donc on aura directement les éléments qui nous permettent de faire notre analyse sur les storage buckets. Donc c'est très très utile, très intéressant de pouvoir utiliser les storage buckets. Si vous avez des questions, je les prends maintenant avant de passer. Ok, moi juste une petite remarque par rapport aux screenshots. Nous, on le fait en fait chez nos clients, on l'envoie par mail. Je pense on trouve que c'est plus pratique d'envoyer par mail que de stocker quelque part. Ça permet un peu d'avoir la visibilité en temps réel, ce qui s'est passé au niveau de prod. Envoyer par mail, cela n'empêche pas aussi d'avoir un espace de stockage justement pour pouvoir y accéder et revenir dans un autre temps au lieu d'aller chercher entre 1000 mails. Tu prends juste à partir de ton log, tu es toujours dans l'orchestrateur, à partir du log, tu prends le nom de ton screenshot, tu le mets dans la barre de recherche screenshot packet et tu la trouves très rapidement. Donc, nous, on le laisse. Ouais. Ouais, nous, on le laisse par défaut. Enfin, tu vois, notre framework, il le met par défaut Ouais. là où sont les nuggets, packages, enfin, chemin là par défaut. Ouais. Et du coup, ce qu'on était obligé de faire, c'était de se connecter avec une autre session pour ne pas déranger le robot, pour accéder au fichier. Il faut que la session elle a les droits aussi pour pouvoir Mm. accéder à l'autre utilisateur. Oh, C'est l'administrateur, ouais. On continue la présentation. Ouais, avant de passer, C'est à je voulais 14h. juste vous dire que il n'y a pas que, j'ai montré un cas d'exemple d'orchestrateur, mais il n'y a pas que ça. On peut choisir plusieurs espaces de stockage, Azure, Amazon, etc. Donc là, j'ai ça comme exemple. On peut choisir où on veut stocker, où on veut créer et stocker les données dans nos storage buckets. Et sur les limites, justement, la question qui est venue hier, Iba ou Mohsin, je ne sais pas qui, mais il n'y a pas de limite pour le moment pour les storage buckets, mais comme les queues, ça peut y avoir une limite dans les prochaines années. Oui, c'est ce qu'on a entendu. Oui. Merci. Après, juste pour info, pour Azure et Microsoft, je pense bien que c'est payant. Donc, il faut avoir une licence derrière. À On ne peut tester. pas juste, voilà, on peut pas vraiment l'utiliser directement. Merci Yes. Nadia. Donc, merci pour la présentation. Donc là, on passe au slide suivant, s'il te plaît. Yes, bien sûr. La dernière On essaie partie de le faire en 1 minute. Oui, en si 2 tu secondes. peux faire La varier. dernière partie, aujourd'hui, c'est le monitoring. Le monitoring, ça nous permet justement d'avoir une visibilité real-time sur tout ce qui se passe sur l'orchestrateur. Si j'ai des jobs qui sont en train d'être traités en mode running, je vais pouvoir les voir ici. Si j'ai des jobs qui sont stop, je vais pouvoir le voir ici et je vais pouvoir voir l'historique justement comme par exemple là. C'est par dossier comme les queues, comme tout. Donc dans le dossier, je n'ai que la visibilité par rapport au traitement qui se passe dans ce dossier-là. Et donc là, je peux voir que j'ai 291 process qui sont traités avec succès.
Et ici, avec beaucoup plus de schémas, beaucoup plus de détails, etc. Donc, il y a quelque chose à garder en tête, c'est que ça nous permet justement d'avoir beaucoup d'éléments d'analyse qui nous permettent d'être alertés très rapidement s'il y a des problèmes. Par contre, cela, c'est juste sur une durée de temps de 30 jours maximum. Donc, je peux voir ce qui passe aujourd'hui, je peux voir dans une semaine, il y a une semaine ou il y a 30 jours maximum parce que l'orchestrateur, il nous limite par rapport à ce qu'on peut voir. Et c'est divisé en termes de monitoring, c'est divisé sur trois parties. Il y a machine, il y a process et il y a queues. Et on a tout un ensemble de dashboards et de schémas qui nous expliquent sur les process, par exemple, quels sont le nombre de processus qui ont été traités aujourd'hui, quels sont les processus qui ont été OK, KO, etc. Et pareil pour les éléments des queues. Avec plus de détails en bas, on trouvera même des types d'exceptions qui ont été générés. Donc, très brièvement, c'est très, très puissant qui va nous permettre d'avoir beaucoup de détails sur ce qui se passe. Au lieu d'aller process par process et regarder dans les jobs qu'est-ce qui s'est passé, on peut le voir directement dans le monitoring. Et on est limité justement, c'est pour ça qu'il y a tout un autre package qui s'appelle Insight qui nous permet d'avoir beaucoup plus de KPI, faire sortir des données intéressantes. Et tout ça ne peut être possible que sauf si nos développements ils sont clean et qui nous permettent justement de pouvoir sortir ces éléments-là. Parce que si on développe quelque chose qui... Voilà, on va rien voir. On va rien pouvoir voir, on va rien pouvoir gérer et on va tout voir en success. Tout est vert, aucun problème. La vie en rose, sauf que ce n'est pas le cas. Okay, voilà, okay. C'est tout. Merci Nadia, merci Reda, merci à vous tous. Donc, vous avez vu un peu comment ça se passe au niveau de l'orchestrateur. C'est grand, c'est vague, il y a plein de choses à faire dans l'orchestrateur. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez nos LinkedIn, le lien et aussi vous pouvez vous enregistrer sur la plateforme là. Nadia, s'il te plaît, tu passes sur l'autre slide. Juste pour changer, montrer un peu le. Voilà, nous rejoindre sur la communauté Pas de Paris, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Vous aurez des événements, des emails. Après, on ne vous spamme pas avec les emails, ne vous inquiétez pas. Et ben, ça permet un peu juste de se rester en contact et savoir s'il y a des nouveautés. Et comme vous avez vu, il y a plein de choses à voir dans l'orchestrateur. On a essayé de faire le max qu'on pouvait, mais c'est en 1 heure, on ne peut pas. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Des petits projets qu'on peut voir aussi. Bon, après, on verra, on en parlera. Je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, quoi que ce soit vous avez, n'hésitez pas à nous contacter et on nous rejoint dans la communauté. Merci beaucoup, Aleda. Merci beaucoup, Nadia, Iba. Voilà. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Nadia de recording.